L'échiquier international, soyez les bienvenus. Avec le Venezuela, le Groenland, l'Ukraine aussi, on s'est souvenu d'un dominateur clé des conflits, l'énergie ou bien la sécurisation des ressources. Oui, on avait tendance à l'oublier dans ce monde fluide où la numérisation est omniprésente. On fait des guerres pour s'accaparer des ressources comme le pétrole, facteur à la fois économique et géopolitique. Le pétrole, par exemple, est lié à de nombreuses guerres. Or, il s'agit de s'accaparer du pétrole ou bien de couper des nouvelles routes énergétiques à des puissances rivales. Ce qui était vrai durant les guerres mondiales se vérifie encore avec l'épisode de l'attaque américaine au Venezuela, avec les conséquences que l'on connaît, ajoutant que pas de guerre sans pétrole, on fait des guerres par le pétrole aussi. Nous sommes dans une sorte de civilisation du pétrole. Pétrole, énergie, autres ressources, la compétition est plus féroce que jamais entre pays. On l'a encore vu ces dernières semaines, on le vérifiera davantage demain et les jours suivants. Enjeu à la fois de sécurité des grandes puissances, mais aussi économique et géopolitique, on l'a dit. Mais quelles sont les nouvelles guerres du pétrole? On en parle et c'est tout de suite. Les nouvelles guerres de l'énergie, on en parle avec un spécialiste, Francis Perrin, bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté, Francis Perrin. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris et surtout spécialiste des problématiques énergétiques. Alors, Trump ne semble pas être fan du soft power. Il a annoncé sans embâche ses ambitions. Je parle de l'affaire du Venezuela. L'incursion au Venezuela, avec l'enlèvement du président Maduro, a eu lieu le 3 janvier dernier, a été annoncé et motivé pour s'accaparer le pétrole. Pourtant, Francis Perrin, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de cette ressource. Donc si on comprend bien, on est à la fois indépendant sur la question énergétique, tout en assurant le contrôle physique de l'or noir. Effectivement, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie saoudite numéro 2 et la Russie numéro 3. Quant au Venezuela, il ne produit pas beaucoup de pétrole, ce qui est assez surprenant pour un pays qui a d'énormes réserves. C'est le paradoxe pétrolier du Venezuela. Il ne produit pas beaucoup de pétrole parce que le secteur pétrolier a été très mal géré dans ce pays depuis le début du siècle et parce qu'il y a eu en plus des sanctions économiques américaines imposées dès le premier mandat de Donald Trump à partir de 2017. Alors qu'est-ce qui intéresse les États-Unis par rapport au pétrole vénézuélien, puisque eux-mêmes en ont beaucoup et sont le premier producteur mondial? Et plusieurs points. D'abord, pouvoir essayer de faire en sorte que le Venezuela produise et exporte plus de pétrole dans un certain temps, cela permettrait de faire baisser les prix mondiaux du pétrole. Et Donald Trump aime bien les prix bas du pétrole parce que c'est bon pour le consommateur américain, pour l'industriel américain et pour l'économie américaine. Autre élément, contrôler le pétrole au Venezuela, c'est évidemment pouvoir exercer des pressions très fortes sur les dirigeants vénézuéliens en leur disant, si vous ne faites pas ce que vous voulez que je fasse, eh bien, je vous empêche d'exporter du pétrole. Troisième élément, prendre le contrôle des exportations pétrolières du Venezuela, ce que Donald Trump a fait 3 jours seulement après le 3 janvier 2026, c'est faire en sorte que des pays comme Cuba, des pays comme la République populaire de Chine ne puissent plus importer du pétrole vénézuélien à des prix très bas ou quasiment gratuitement. Marco Rubio, à propos de la Chine, l'a dit clairement, le secrétaire d'État, nous ne voulons pas que des pays extérieurs au continent américain et qui ne sont pas nos meilleurs amis puissent contrôler des ressources stratégiques sur le continent américain. Dernier point, et il y en a plusieurs, Marco Rubio encore, secrétaire d'État, si le secteur pétrolier au Venezuela était bien géré, eh bien il n'y aurait pas 8 millions de Vénézuéliens hors de leur pays, il n'y aurait pas ce phénomène migratoire massif, c'est à peu près le quart de la population du Venezuela, et on sait que l'administration Trump, numéro 1 et numéro 2, n'est pas une grande fan des mouvements migratoires massifs. Donc il y a tout ça derrière les enjeux pétroliers, Venezuela, États-Unis, Trump. On l'a dit, les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole devant l'Arabie saoudite et la Russie, c'est 22% de la production mondiale avec à peu près 20 millions de barils jour. Les États-Unis, désormais, contrôlent les exportations du pétrole vénézuélien, c'est-à-dire à peu près 50 millions
de barils en plus pour les États-Unis. Donc finalement, pas grand-chose. Surtout qu'on nous dit, Francis Perrin, que le pétrole du Venezuela n'est pas de très bonne qualité. C'est tout à fait exact. C'est ce que l'on appelle un pétrole extra lourd. Cela fait partie des pétroles non conventionnels. Il n'est pas facile à produire, pas facile à transporter, pas facile à raffiner. Son coût de production est plus élevé que des pétroles conventionnels. Et lorsqu'on le vend sur le marché, comme il n'est pas de très bonne qualité, son prix de vente est moins élevé. Donc un coût de production plus élevé, un prix de vente moins élevé, cela représente évidemment une marge plus faible pour les compagnies pétrolières. Et lorsque Donald Trump veut pousser les pétroliers américains à aller à toute allure au Venezuela pour reconstruire le système pétrolier, ceux-ci sont assez prudents, notamment le géant américain ExxonMobil, parce qu'ils savent que ce pétrole n'est pas simple sur le plan technique, n'est pas simple sur le plan économique, que les prix du pétrole actuellement sont assez bas et qu'il faut donc mettre en œuvre un certain nombre de réformes au Venezuela avant que ExxonMobil, pour sa part, veuille y retourner. Donc c'est un élément effectivement très important, mais contrôler le pétrole du Venezuela pour les États-Unis, c'est pas forcément prendre le pétrole pour eux-mêmes, puisqu'ils sont déjà le premier producteur mondial. C'est empêcher que d'autres ne contrôlent ce pétrole, et par d'autres, il faut entendre surtout la République populaire de Chine, le principal adversaire stratégique de Washington au cours du XXIe siècle. Comme c'est apparu dans le document de la stratégie de sécurité nationale qui a été diffusé fin décembre, la Chine n'est pas indiquée, mais dans chaque paragraphe, on se rend compte qu'il s'agit bien de ce pays puissance rivale des États-Unis. Donc, alors, revenons au Venezuela. Le Venezuela produit peu de pétrole, c'est à peu près 1 million de barils jour, c'est très peu, c'est moins 1% de la production mondiale, je crois. Hein, je parle sous votre sur votre autorité. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que ce sont les plus grandes réserves du monde avec 300 milliards de barils en réserve. Enfin, c'est ce que les analyses annoncent. Le pays est-il vraiment un Eldorado? Si on s'arrête sur ces données, Francis, est-ce que vous le confirmez? Alors, je confirme les chiffres que vous avez donnés. L'an dernier, en 2025, la production pétrolière du Venezuela a évolué entre 800 000 et 1 million de barils par jour. Donc, au mieux 1 million. Et nous sommes actuellement au niveau mondial sur une production totale, pétrolière totale, de plus de 100 millions de barils par jour. Donc la part du Venezuela, c'est effectivement un peu moins de 1%, ce qui est très faible, alors que ce pays a de très grosses réserves pétrolières. Le chiffre de 300 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole que vous avez indiqué est effectivement un chiffre qui est avancé par plusieurs sources importantes, dont l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et d'autres sources tout à fait solides dans le domaine pétrolier. Certains discutent ces chiffres en disant que ces réserves seraient beaucoup moins importantes, mais ce qui est clair, c'est que qu'elles soient de 300 milliards de barils ou moins, ou nettement moins, elles sont très importantes et ce pays pourrait normalement produire beaucoup plus de pétrole. Rappelons qu'il y a environ 25 ans, c'est-à-dire hier en termes historiques, ce pays produisait plus de 3 millions de barils de pétrole par jour. Sa production a donc été divisée par plus de 3 en un quart de siècle, du fait des deux raisons que j'évoquais tout à l'heure en répondant à votre première question, une très mauvaise gestion par les autorités vénézuéliennes depuis le début du siècle et des sanctions économiques américaines visant le pétrole, introduites par Donald Trump dans son premier mandat et renforcées par Donald Trump dans son second mandat, c'est-à-dire l'an dernier, en 2025. La question du pétrole, il en a été beaucoup question ce début d'année 2026 avec l'enlèvement du président Maduro, mais aussi l'interception des navires, on va en parler. Mais Francis, avec l'enlèvement du président Maduro, on a remarqué que cela n'a pas impacté les prix du Brent qui ont avoisiné 64 dollars à peu près. Hein. On a vu le marché ne s'est pas trouvé bouleversé par cet Vous événement. avez tout à fait raison. Ce qui s'est passé le 3 janvier au Venezuela est d'une importance géopolitique considérable. Et on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences, les impacts au niveau mondial. Mais sur le plan du marché pétrolier, la réaction des traders, donc les opérateurs pétroliers, a été très, très calme. Le prix du pétrole, vous citiez effectivement le Brent, l'un des bruts de référence au niveau mondial, a à peine augmenté. Il a un petit peu augmenté quelques jours après,
mais pas tellement par rapport au Venezuela, plus par rapport aux menaces pesant sur la République islamique d'Iran. Autre pays pétrolier et pays plus important que le Venezuela, pas en termes de réserve, mais en termes de production et d'exportation. La production de pétrole de l'Iran, actuellement, c'est à peu près 3 fois et demi au moins celle du Venezuela. Et donc sur les marchés pétroliers, quand après ce qu'a fait Donald Trump en début d'année, qui n'a pas vraiment inquiété les marchés pétroliers, on a vu de possibles frappes américaines contre l'Iran. Là, sur les marchés pétroliers, on s'est dit, là, c'est un enjeu plus important. Les prix du pétrole ont augmenté un petit peu plus, mais au total, et vous le rappeliez à juste titre, on est au moment où nous parlons sur un pétrole Brent de la mer du Nord, donc Europe, qui est autour de 65 dollars par baril. C'est quand même pas un niveau très élevé par rapport aux tensions géopolitiques mondiales, tensions y compris et liées à des pays pétroliers importants, Venezuela, Iran. Alors le calme des traders pour le Venezuela s'explique très clairement. Ils se disent, ce pays ne produit pas beaucoup de pétrole, il n'en exporte pas beaucoup. Donc si jamais il a des problèmes pétroliers, c'est pas trop grave, on ne perdra pas un volume important. Deuxième élément dans le raisonnement des traders, et en plus, le marché pétrolier mondial est très bien approvisionné. Nous sommes dans une situation où l'offre pétrolière mondiale est supérieure à la demande du fait de l'augmentation de production de plusieurs pays OPEP en 2025, dont l'Algérie, OPEP, OPEP+, dont l'Algérie un petit peu, et d'autre part, du fait de l'augmentation de production par des pays non OPEP, non OPEP+, qui sont sur le continent américain, États-Unis, Canada, Brésil, Guyana et Argentine. Donc le monde est rempli, je dirais, de pétrole, les stockages pétroliers sont très bien remplis, et donc cela fait la deuxième raison pour laquelle les traders ne se sont pas affolés après ce coup de force américain le 3 janvier 2026 qui a stupéfait le monde, mais pas effrayé les marchés pétroliers. La tension géopolitique mondiale, on en parle encore avec une autre illustration, avec l'interception par les Américains des tankers russes comme le Bela 1, qui a changé de nom plusieurs fois, ou le M Sofia et bien d'autres, hein. Les routes énergétiques sont coupées pour les autres puissances des États-Unis, enfin, mais avec le retour de la force franche de Trump, cela ne dénote pas au contraire une perte de puissance des États-Unis quand on agit de cette manière-là. Est-ce que le rattrapage rapide de la Chine a incité ou contraint Washington à agir de la sorte? C'est au géopolitologue que je m'adresse ici, Francis Perrin. À ce jour, depuis le mois de décembre, les forces armées américaines ont intercepté 7 tankers qui allaient vers le 7 tankers, donc 7 navires pétroliers qui allaient vers le Venezuela ou qui partaient du Venezuela. Donc entre décembre et janvier. Et le mois de janvier n'est pas encore fini au moment où nous parlons. 7, c'est pas mal. Et vous l'avez rappelé, le Bella 1 qui a changé de nom, Marinera, qui tout d'un coup a sorti un pavillon russe. Bon, c'était un petit peu suspect. Un navire un petit peu après, dont le propriétaire est à Hong Kong. Et Hong Kong, c'est donc la République populaire de Chine. Et on note d'ailleurs qu'au-delà de protestations verbales, ni les Russes ni les Chinois n'ont fait grand-chose de concret pour s'opposer à cette mainmise américaine sur plusieurs navires pétroliers liés au Venezuela, dont des navires qui se réclamaient d'eux. Donc sur le plan, je dirais, du rapport de force, ce qui s'est passé le 3 janvier, ce qui s'est passé un petit peu avant, un petit peu après au Venezuela, a stupéfait le monde entier, à part les marchés pétroliers, comme je l'expliquais, mais le monde entier en termes géopolitiques. Et on se dit, qui viendra sur la liste de Donald Trump après? Rappelons que depuis un an, Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025. Donc cela fait un an et quelques jours. En un an, les États-Unis ont frappé 6 pays différents. Le Venezuela, bien sûr, l'Iran en juin 2025, les houthistes au Yémen, l'an dernier également, une fois le Nigeria, la Syrie, des groupes islamistes en Syrie, et la Somalie, là aussi des groupes islamistes. Donc 6 pays ont été victimes de frappes américaines en un an avec le retour de Donald Trump numéro 2. Lorsqu'il est revenu, on s'inquiétait dans certains pays, dans certaines régions, y compris en Europe, de l'isolationnisme américain. Est-ce qu'il n'allait pas se replier sur les États-Unis, grand pays par ailleurs, près de 9 millions de kilomètres carrés, et ne pas s'occuper du reste du monde?
Un an après, on voit très bien que l'isolationnisme n'est pas vraiment la politique de Donald Trump II. Et d'ailleurs, une partie du camp MAGA, Make America Great Again, de ses supporters, de ses fans aux États-Unis, s'en inquiètent en disant on aimerait bien qu'il s'occupe plus de nous et moins du reste du monde. Donc c'est une démonstration de force. Il y avait eu celle de l'Iran en juin 2025 avec des frappes contre 3 sites nucléaires en Iran, Natanz, Ispahan, Fordo. Il y a ce qui s'est passé le 3 janvier avec l'enlèvement de Nicolas Maduro et son épouse et leur transfert à New York devant un tribunal fédéral américain. Il y a les menaces sur le Groenland. Il y a eu des frappes visant d'autres pays. Donc clairement, Donald Trump montre qu'il entend s'occuper d'une bonne partie du monde, militairement ou diplomatiquement, ou par des sanctions économiques, ou par 2 ou 3 de ces options en même temps, et qu'il n'entend pas se retrancher derrière les frontières, pourtant déjà très grandes, des États-Unis, et qu'il espère même, si possible, étendre territorialement les États-Unis d'une façon ou d'une autre. Comme au Groenland avec les visées sur l'île polaire, alors les États-Unis sont leaders des énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz et charbon, premier producteur mondial de pétrole, premier producteur de gaz naturel, premier exportateur de gaz et quatrième ou cinquième producteur de charbon. Alors après le Venezuela, il a été aussi question de ressources puisque le Groenland a été dans le viseur du président Trump et d'ailleurs il l'est toujours. Le Groenland et ses fameuses terres rares, l'île polaire n'a jamais eu de production commerciale en raison des réglementations environnementales, mais ces réserves sont devenues un enjeu majeur estimé à 1,5 million de tonnes de terres rares, dépassant des pays comme le Canada ou l'Afrique du Sud. Trump, dès son premier mandat, évoquait déjà le Groenland. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les États-Unis, cette fameuse île polaire? Vous avez raison de rappeler que l'intérêt de Trump pour le Groenland n'a pas commencé en 2026 ou en 2025, mais dès son premier mandat. Alors, il n'en a pas trop parlé quand même dans son premier mandat, mais dans son deuxième mandat, depuis un an, il en parle énormément. Maintenant, c'est quasiment tous les 3 jours. Ce qui inquiète beaucoup le Groenland, le Danemark, évidemment l'Union européenne et en partie le reste du monde. Qu'est-ce qui l'intéresse dans le Groenland? Quelle place dans la stratégie américaine? Il y a plusieurs éléments. Il y a bien sûr un enjeu de ressources. Le Groenland est considéré, à tort ou à raison, comme ayant un grand potentiel minier, pétrolier et gazier. Ce potentiel doit bien sûr être confirmé par de l'exploration. Il n'y en a pas tellement au Groenland, c'est très compliqué technologiquement, économiquement, et comme vous l'avez rappelé, il y a aussi des contraintes liées à des réglementations, législations environnementales. Mais le potentiel en hydrocarbures et en mines, y compris les terres rares, est considéré comme très important. Autre élément, là encore, même raisonnement que pour le Venezuela. Contrôler le Groenland pour Washington, c'est l'empêcher d'être contrôlé par d'autres qui ne sont pas nos meilleurs amis, ce qui veut dire en clair Russie et Chine. Donald Trump a dit à plusieurs reprises, le Danemark, l'Union européenne ne sont absolument pas capables de protéger le Groenland, donc il faut que je m'en occupe moi-même, sinon il sera avalé par la Russie, la Chine ou les deux ensemble. Troisième élément, la porte vers l'Arctique. L'Arctique, c'est du pétrole et du gaz de façon en termes de production. Le Groenland ne produit pas de pétrole, pas de gaz, pas de terres rares, même s'il a un potentiel important, mais la région arctique produit depuis des dizaines d'années du pétrole et du gaz, États-Unis avec Alaska, Canada, Russie, Norvège, et ce que l'on connaît est sans doute très inférieur au potentiel. Autre élément, les routes maritimes. Les routes, notamment le passage du Nord-Est, ces routes maritimes qui deviennent de plus en plus faciles ou de moins en moins difficiles avec le changement climatique et l'impact sur la fonte des glaces. Donc il y a plusieurs éléments qui intéressent beaucoup Trump, l'administration Trump, la superpuissance américaine dans le Groenland, d'où une insistance majeure de Trump depuis des mois et des mois, en fait Mhm. depuis des années, mais encore plus depuis des mois, en disant soit je l'achète, soit, si on ne veut pas me laisser l'acheter, eh bien à ce moment-là, je le prendrai par les armes. Rappelons que l'expansion territoriale américaine dans l'histoire s'est faite soit par le dollar, on achète des terres, on achète l'Alaska à la Russie, on achète la Louisiane à la France, on achète les îles Vierges au Danemark, soit par la guerre,
notamment historiquement contre l'Espagne, pour étendre le territoire américain. Quelque part, Trump s'inscrit dans cette histoire américaine. Il n'a rien inventé en termes d'expansion territoriale des États-Unis et évidemment guidé par des aspects liés aux ressources, aux routes maritimes et au fait de tenir à distance des pays, notamment Chine et Russie, qui sont ses adversaires stratégiques, la Chine encore plus que la Russie, bien sûr. Sur notre sujet, alors il y a même si le sujet est connexe, il y a une forme de gloutonnerie énergétique de la part des États-Unis malgré leur indépendance. Alors on a essayé de chercher d'autres raisons et on est tombé sur cette annonce de Trump, c'était il y a quelques mois. Nous allons garder l'IA dans ce pays en investissant 500 milliards de dollars dans les data centers et pour cela, il nous faut beaucoup d'énergie. D'ailleurs, aux États-Unis, les producteurs des hydrocarbures ont été appelés à soutenir l'IA. Est-ce que ce n'est pas aussi cela l'enjeu, Francis, c'est-à-dire avoir une avancée et construire davantage de data centers qui sont énergivores, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, d'électricité, de gaz et de pétrole? C'est un enjeu clé pour l'administration Trump numéro 2. Et on le voit dès le premier jour, dès le retour de Trump, c'est-à-dire le 20 janvier 2025. Ce premier jour à la Maison-Blanche, de retour, il signe des dizaines de décrets présidentiels, dont 5 portant sur l'énergie, dont l'un est intitulé «Déclarer un état d'urgence énergétique». Et qu'est-ce qu'il y a dans ce décret présidentiel signé le premier jour du retour de Trump? Il y a le raisonnement suivant. La Chine et les États-Unis sont engagés dans une course à la suprématie mondiale. Pour l'instant, nous, États-Unis, nous sommes le premier, la Chine deuxième, nous voulons rester le premier. Pour rester le premier, il faut gagner la course à l'intelligence artificielle, IA, face à Pékin. Et pour l'IA, il faut énormément d'énergie, d'électricité. Or, estime l'administration Trump numéro 2, le système électrique américain n'est pas suffisamment efficace, performant, il n'est pas au niveau de cette compétition contre Pékin par rapport à la course pour la domination de l'IA. Et donc, on décrète, dès le 20 janvier 2025, un état d'urgence énergétique pour mettre très rapidement le système électrique américain au niveau de la course à l'IA contre la République populaire de Chine, avec comme enjeu la domination mondiale. On sait également que pour soutenir l'IA, les États-Unis ont relancé le nucléaire civil avec des groupes comme Westinghouse. L'entreprise américaine Westinghouse était déjà présente en Ukraine dès 2016 pour construire une usine de production de combustible nucléaire dans le pays. Kiev cherchait déjà à l'époque à réduire sa dépendance énergétique envers la Russie. On dit d'ailleurs que le groupe Westinghouse est impliqué dans les négociations entre Washington et Moscou et que si accord n'a pas encore eu lieu, c'est que les filières nucléaires russes et américaines ne se sont pas encore mises d'accord sur le partage du parc nucléaire ukrainien. Avez-vous des éléments à nous fournir à ce sujet? Sur le lien que vous avez fait à juste titre sur IA nucléaire, revenons un tout petit peu en arrière, sous l'administration de Joe Biden. À ce moment-là, les géants GAFA, GAFAM, les géants de la tech, comme on les appelle souvent, hein, les géants de la course à l'IA, des data centers, donc centres de données, se disaient, nous aurons besoin de plus en plus d'énergie, ce qui est parfaitement vrai. Donc, dans quelle direction on va chercher? Et sous Joe Biden, il se disait, renouvelable nucléaire. Avec Donald Trump, qui n'est pas un grand ami des énergies renouvelables, en tout cas pas de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Il déteste par-dessus tout l'éolien, notamment l'éolien offshore, et il n'est pas un grand fan du solaire. Ces géants de la tech se sont dit, le nucléaire, oui absolument, on le conserve, parce que Donald Trump soutient les énergies fossiles et le nucléaire. Donc le nucléaire, ça va par rapport à Donald Trump, qui est quand même l'homme le plus puissant du monde, et les géants de la tech savent s'incliner devant les puissants, même s'ils sont très puissants aussi, mais ils savent quand même reconnaître que Donald Trump peut avoir un pouvoir de nuisance important envers eux. Et deuxième élément, les renouvelables, on va moins en parler que sous Biden, parce que Donald Trump n'aime pas, on va parler des énergies fossiles, principalement du gaz naturel. Le gaz naturel est une énergie fossile, donc ça veut dire émission de gaz à effet de serre, mais c'est moins mauvais que le pétrole et nettement moins mauvais que le charbon. C'est la meilleure ou la moins mauvaise des énergies fossiles en termes d'impact climatique. Donc ces géants de la tech se rapprochent de compagnies pétrolières et gazières américaines et vice-versa, et on voit Chevron
le deuxième groupe pétrolier et gazier américain après ExxonMobil, qui propose à ces géants un accord du type suivant. Voilà, ici nous avons un champ gazier. Eh bien, vous pourriez mettre pas très loin vos data centers. Comme ça, le courant électrique produit à partir du gaz dans ces centrales thermiques, turbines à gaz, ne viendrait pas de l'autre bout des États-Unis, ce serait sécurisé. Donc, on va essayer de faire des accords entre géants pétroliers et géants de la tech autour du gaz. Le pétrole n'est pas tellement utilisé pour produire l'électricité, c'est trop précieux, on l'utilise pour autre chose, transport, pétrochimie, plastique. Mais le gaz naturel, l'un de ses grands débouchés, c'est la production d'électricité dans des centrales thermiques ou turbines à gaz. Et donc, on voit ces rapprochements, géants pétroliers américains, géants de la tech, ou géants pétroliers étrangers, mais présents aux États-Unis, par exemple Total Energy, et géants de la tech. Donc, le gaz tire son épingle du jeu dans cette nouvelle donne avec Donald Trump qui est revenu au pouvoir et qui n'aime pas beaucoup le solaire et l'éolien et qui soutient toutes les énergies fossiles, dont le gaz et l'énergie nucléaire. Francis Perrin, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, et surtout spécialiste des problématiques énergétiques. Je vous dis à bientôt et encore merci. Merci beaucoup et à bientôt, avec plaisir. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur Al24 News et bonne soirée.